Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. C'était autrefois la capitale du plus puissant empire du monde. Aujourd'hui, Londres reste un carrefour international. Comme la plupart des mégapoles, elle est bâtie sur un fleuve. Mais elle utilise 3 modes de transport: l'eau, la terre et les airs. Pour survivre, Londres doit en assurer une circulation fluide dans les 3 dimensions. Et pourtant, à chaque instant, ils sont plusieurs millions à risquer la collision. Pour éviter le pire, la mégapole maintient une vigilance constante. Voici ses sentinelles. Caméras, capteurs, radars. Londres est la ville la plus surveillée de la planète. 24 heures sur 24, sur la terre, sur l'eau et dans le ciel, Big Brother est aux aguets. Heathrow, porte de Londres. Aucun aéroport au monde n'en fait autant avec si peu. 14 000 vols par jour, 63 millions de passagers par an, une tour de contrôle âgée de plus de 55 ans. Et le chiffre le plus ahurissant de tous, 2. Seulement 2 pistes pour accueillir près d'1 demi-million de vols par an. L'espace aérien international le plus encombré de la planète. Un incroyable ballet qui s'effectue sous la vigilance de 100 paires d'yeux, ceux des contrôleurs aériens. Adrian Dolan est l'un d'eux. Le trafic est ininterrompu de 6h à 23h. Vous vous demandez sans doute, vu le nombre d'appareils qui passent ici chaque jour, comment on se débrouille pour faire entrer et sortir tous ces avions de l'aéroport. En fait, c'est une organisation très stricte. Avec une marge de manœuvre aussi étroite, la chorégraphie et le timing doivent être parfaits. Heathrow ne dispose que de 2 pistes, une pour les atterrissages et une pour les décollages. Dans la plupart des aéroports, quand 2 avions décollent dans la même direction, la marge de sécurité doit être d'au moins 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est déjà trop long pour Heathrow. Il faut donc adopter une stratégie plus complexe. On remédie au problème en alternant les décollages selon leur direction. Une performance devenue légendaire. Par une journée ensoleillée, dès qu'un appareil quitte le tarmac, un autre décolle 45 secondes plus tard. Un intervalle qu'on appelle désormais la minute d'Heathrow. Pour les atterrissages, le planning est tout aussi serré. À 50 km d'Heathrow, les vols entrants sont acheminés vers 4 circuits d'attente en spirale, appelés des piles. Les avions entrent dans la pile à environ 4500 mètres. Après une série de spirales descendantes, ils en sortent à 2100 mètres. Dès qu'un appareil sort, les autres descendent d'un cran et un nouvel avion entre dans la pile. À 15 km de l'aéroport, les 4 piles sont dirigées vers une seule file d'attente pour l'atterrissage. Les vols entrants et sortants se croisent à 300 mètres d'écart et leur chorégraphie est synchronisée à la seconde près. Tout repose sur une précision maximum jusqu'au dernier instant. C'est ainsi que nous parvenons à accueillir un maximum d'avions sur la piste d'atterrissage. On les fait atterrir et on les évacue encore et encore. Le flot ne s'interrompt jamais. Cet enchaînement de décollage et d'atterrissage requiert une orchestration remarquable.
Mais à des milliers de mètres au-dessus du tarmac, l'organisation est encore plus complexe. Pour n'importe qui d'autre, ce ne sont que des signaux sur un écran. Pourtant, chaque point représente plusieurs millions de dollars de matériel et des centaines de vies. Si 2 points se touchaient, ce serait le désastre. 27 août 1997. Comme souvent, il y a des nuages au-dessus de Londres. Un Boeing 737 de Virgin Express manque son approche sur Heathrow. La tour dévie l'appareil sur un cap nord-ouest pour une nouvelle approche. La même trajectoire qu'un 757 de British Airways. Dans les nuages, aucun des appareils ne voit l'autre. Soudain, la tour réalise son erreur et reroute les 2 avions. Mais ils se sont déjà frôlés à quelques 60 mètres l'un de l'autre. Un cheveu. Le sort de chacun de ces points dans le ciel repose sur les contrôleurs aériens, les hommes et les femmes d'ATC. ATC, ce sont les yeux de la ville de Londres. Il y a toujours 2 ou 3 paires d'yeux fixés sur chaque avion. Le meilleur poste d'observation d'Heathrow reste la vénérable vigie de la tour de contrôle. Réservée aux contrôleurs d'ATC, elle offre une vue imprenable sur l'arrière-cour tentaculaire de l'aéroport. Cet aéroport est une véritable ville. C'est fantastique. 1 million de vols entrent et sortent de la zone de Londres chaque année. Et la moitié d'entre eux passent par cet aéroport. Quand on arrive ici, au petit matin, on voit ces fils de lumière approcher d'Heathrow dans le ciel et on pense à tous les gens qui viennent à Londres. C'est une animation incroyable. Avec des avions arrivant à toute allure des 4 points cardinaux, éviter la collision est un défi. On compare souvent la mission du contrôle radar à un genre de jeu d'échecs en 3 dimensions, avec des déplacements horizontaux, verticaux et latéraux très rapides. Une partie d'échecs dont l'enjeu est particulièrement élevé. Et voici le plateau. L'espace aérien de Londres s'étend de 750 à 18 000 mètres au-dessus du niveau du sol. Horizontalement, il couvre plus de 15 500 km², soit 10 fois la surface de la ville elle-même. Sur cette autoroute tridimensionnelle, les appareils sont séparés de 2 façons. Par une distance horizontale de 5000 ou une distance verticale de 30 mètres. En dessous de 7200 mètres, l'espace aérien autour d'Heathrow est tellement engorgé que l'écart horizontal n'est plus que de 3000. Ça paraît large, mais ce n'est pas le cas. Violer cette distance de sécurité en l'air, c'est comme coller au pare-choc de son voisin. Sauf que tout va beaucoup plus vite. À 800 km/h, un avion parcourt 1 km en 4 secondes et demie. Dans le ciel hostile de cette mégapole, la règle d'or est garder vos distances. En gros, notre rôle consiste à vérifier que les distances de sécurité sont respectées et, le cas échéant, à agir. Pour agir et éviter la catastrophe, il faut avoir la place de manœuvrer. Heathrow exploite ainsi le moindre centimètre. 1350 vols entrent et sortent quotidiennement de l'aéroport. 1 demi-million par an. Pour continuer à surveiller ce flot ininterrompu, Londres a besoin d'un nouveau point de vue, avant qu'il ne soit trop tard. Si l'homme se charge de sonder les cieux, la circulation à travers la mégapole se fait sous un millier de petits yeux perçants, dotés chacun d'un cerveau et qui scrutent en permanence le flux le plus traître de la ville. Un flux qui peut se détraquer en un clin d'œil. Et l'échec a un bruit. Chaque jour, plus de 22 millions de trajets sont effectués à travers Londres.
un pour chaque habitant du continent australien. Et la vitesse moyenne de circulation est la même qu'il y a un siècle, 12 km/h. Un seul accident peut suffire à engorger ces artères d'asphalte. Et l'embouteillage est à la ville ce que l'infarctus est au corps. Fatal. Pour réguler cette circulation, Londres utilise l'équivalent routier d'un moniteur cardiaque. Un des systèmes de monitoring les plus sophistiqués de la planète. Ce que les Londoniens et les touristes regardent, ce sont les monuments du centre de Londres. Trafalgar Square avec la colonne de Nelson. C'est très joli, mais ce qui nous intéresse, c'est que la circulation tout autour reste fluide. Esmond George dirige le centre de contrôle du trafic londonien, le LTCC. Depuis cette salle, il surveille un réseau tentaculaire de voies, 13 000 km de chaussées. C'est la distance Londres-Washington aller et retour en faisant du shopping et en prenant le chemin des écoliers. C'est donc un réseau relativement important. Londres est ceinturée par l'autoroute la plus chère de Grande-Bretagne, le plus grand périphérique du monde, la M25 et ses 6 voies. Pendant les heures de pointe, la M25 déverse autant de véhicules dans la ville que 25 voies d'autoroute. L'équation est simple. Plus de circulation dans le même espace restreint égale embouteillage. Dans toutes les mégapoles, il y a des embouteillages. Mais ici, ils sont disproportionnés. Chaque semaine, les Londoniens perdent entre 2 et 4 millions d'heures dans les bouchons. La congestion est telle que les urgences doivent parfois utiliser des hélicoptères pour ramener leurs patients. Pas à cause des blessures, mais de la circulation. Le travail d'Esmond George consiste à maintenir la fluidité de la circulation pour éviter l'infarctus. Pour ça, il garde les yeux fixés sur la route. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un en train de surveiller le trafic à Londres et de lutter contre la congestion. Avec ses 80 écrans, il a une vue en temps réel des rues de la ville. On a 1200 caméras sur l'ensemble de la capitale, ça nous fait donc beaucoup d'yeux. Il y a des informations qui entrent dans le centre de contrôle et d'autres qui en sortent. Comme d'autres grandes capitales, Londres garde un œil sur la circulation. Mais les autres villes gèrent les embouteillages une fois qu'ils sont formés, tandis que Londres parvient à les prévoir et même à les éviter, grâce à un logiciel high-tech appelé le Service central de gestion du trafic intégré, baptisé Comet. Comet, c'est cette énorme carte affichée sur l'écran. Elle sert à indiquer et à prévoir de façon très précoce la congestion du trafic. Comet porte un regard totalement neuf sur cette mégapole. La congestion provient de la structure même des rues de Londres. À partir d'une seule voie romaine, le réseau s'est développé en un inextricable labyrinthe. Mais la solution a elle aussi été insérée dans la structure. 3000 capteurs électroniques sont désormais intégrés aux rues de la ville. Chaque capteur détecte le passage des véhicules et mesure le temps de trajet jusqu'au capteur suivant. Le temps de trajet moyen entre deux capteurs adjacents est calculé et stocké plusieurs centaines de fois par minute. Quand la vitesse de circulation tombe en dessous de la moyenne quelque part dans le système, Comet reçoit un signal d'alerte au centre de contrôle. Le bleu clair indique que la congestion a augmenté jusqu'à 10%. Bleu foncé jusqu'à 50%. Rouge, plus de 50%. Embouteillage. Vert, la circulation est fluide. Esmond George voit plus de rouge qu'il ne le voudrait. Quand des bouchons commencent à se former, il prévient immédiatement les autres conducteurs. Mais Comet ne relaie pas que des mauvaises nouvelles. Le logiciel peut aussi faire disparaître un embouteillage, et même l'empêcher. Aujourd'hui, cette équipe surveille le nord de Londres. Ils gèrent la congestion au fur et à mesure.
Quand le volume de circulation augmente, les capteurs routiers transmettent les données au centre de contrôle. L'équipe de George peut alors réguler le flux en manipulant plus de 2500 feux automatisés. Changer les délais des feux de signalisation, c'est une des premières choses que l'on fait. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer près de 3000 feux. Et soudain, Londres respire à nouveau. Mais parfois, le centre de contrôle ne fait rien. Le problème se résout de lui-même avec l'aide d'une nouvelle technologie. Un quart des feux de Londres sont ce qu'on appelle des feux intelligents. Ils enregistrent les données du trafic au carrefour pour régler automatiquement leur synchronisation en fonction de la circulation. Des feux de signalisation doués de raison. On ne peut pas empêcher les encombrements, juste s'efforcer d'en atténuer les effets. Notre but, c'est que ça roule. Mais pour que ça roule, Londres ne compte pas seulement sur les caméras, les capteurs et les feux de signalisation intelligents. C'est au cœur même de la ville que la congestion est la plus forte. Ici, le volume de circulation excède la capacité des rues. La solution ne consiste pas à améliorer la circulation, mais à diminuer le nombre de voitures. Aujourd'hui, au centre de Londres, les automobilistes se déplacent dans une autre dimension. Une dimension qui n'est ni spatiale ni temporelle, mais monétaire. Une zone à péage, sans péage. Un panneau de signalisation indique l'entrée dans la zone soumise à péage. 21 km² de voirie au cœur de la partie la plus fréquentée de Londres. Et ne pensez même pas à entrer sans payer. L'objectif de la zone soumise à péage est de désengorger la circulation en touchant les automobilistes là où ça fait mal, au porte-monnaie. L'entrée dans la zone coûte 5 livres pour la journée. Mais avec 250 000 de véhicules passant quotidiennement, comment distinguer les bons payeurs des fraudeurs? Comme toujours, Londres a des yeux partout. La zone est surveillée par 174 points d'entrée, chacun armé de 2 caméras. Quand un véhicule passe, une des caméras filme la plaque d'immatriculation et l'autre, la rue. Avec les multiples allées-venues, elles prennent jusqu'à 1 million de photos par jour. Mais le plus difficile reste de trier tous ces clichés pour retrouver les fraudeurs. Tout se passe dans un lieu tenu secret, dans l'est de Londres. Ici, les caméras extérieures se font discrètes et la technologie de surveillance est sous clé. On appelle cet endroit la cage. C'est notre principale base de données. C'est ici que sont installés les processeurs des ordinateurs qui gèrent toutes les caméras de la zone à péage. John Mason est responsable des contraventions de la zone soumise à péage. Voici le seul endroit à Londres où on ne circule pas. Voici notre matrice vidéo. Il y a un feedback par fibre optique de toutes les caméras de la zone à péage. Ces données sont envoyées à la matrice et de là un câble coaxial envoie les données à un de ces systèmes de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Les vrais cerveaux, ce sont les lecteurs de plaques et non les caméras. Ils déchiffrent les numéros et les lettres des plaques en temps réel et font le tri entre les bons payeurs et les fraudeurs. Une technologie si sûre qu'elle a valeur légale. Le plus important, c'est que la preuve ne peut pas être trafiquée. On a donc un niveau d'intégrité des preuves très élevé, ce qui est essentiel si on utilise ces images pour les contraventions. L'application est stricte. Pour ceux qui ne payent pas la taxe de 5 livres, l'amende est de 100 livres. Mais cette taxe permet de sauver des vies. Chaque année, 6 000 Londoniens sont blessés ou tués dans des accidents de la circulation. Coût financier, 2,5 milliards de livres. En améliorant la fluidité du trafic, les yeux électroniques de Mason ont permis de réduire le nombre d'accidents graves de presque 10% et de désengorger les artères vitales du cœur de Londres.
Avant la zone à péage, la circulation était pratiquement paralysée. Depuis sa mise en place, ça a diminué de 20 à 30% dans la zone concernée. L'impact sur la vie des gens est significatif. Ça leur permet d'aller travailler, de se déplacer à travers la zone, de procéder aux livraisons et aussi d'aller là où ils ont besoin d'aller. Les caméras de Mason ne sont pas les seules à surveiller les rues de cette mégapole. D'autres yeux surveillent le flux humain. Mais les délits qu'ils traquent sont d'un tout autre genre. Aucune ville au monde n'a autant de caméras de surveillance piétonnière que Londres. Une pour 14 habitants. Impossible de marcher de Piccadilly Circus à Trafalgar Square sans être suivi. Il ne s'agit pas d'espionner, mais de protéger. Ces anges gardiens électroniques sont là pour assurer vos arrières. Comme l'œil humain, les caméras transmettent ce qu'elles voient à un système optique, situé ici, sous les rues qu'elles observent. Depuis ses bureaux éparpillés dans Londres, le centre de contrôle des écrans en circuit fermé est relié à un demi-million de caméras. Dans cette salle, enfouie au cœur de la ville, Nigel Manmohan surveille plus d'une centaine d'écrans à l'affût des méchants. Vous êtes bloqué dans les embouteillages et soudain quelqu'un passe à côté de vous, casse la vitre et entre, comme ça. Il n'y a pas beaucoup de vols de voitures avec violence, mais ça arrive de temps en temps. On voit environ 700 incidents par mois dans cette salle de contrôle. Contrôle, j'écoute. Et je l'ai. Son visage te dit quelque chose? Non. Nigel est formé à interpréter le langage corporel et le message qu'envoie cet individu, c'est pickpocket. Il traverse Rupert Court, il devrait arriver sur Rupert Street maintenant. Normalement, il voit les images en différé, mais s'il repère quelque chose, il passe en mode direct et enregistre. La vidéo sera alors utilisable au tribunal. Nigel peut aussi transmettre ces données à la police. Si des agents sont envoyés sur les lieux, il peut enfin les guider jusqu'à leur proie en appuyant sur un bouton. Passant d'une caméra à l'autre, zoomant depuis une distance de plusieurs rues, il traque le suspect comme un véritable chien de chasse. On peut suivre ce type de différents angles. Si la police arrive et qu'il entend les sirènes, on leur dit « il a tourné à gauche » pour qu'ils le surprennent en allant le cueillir par derrière. C'est la meilleure vue qu'on a pour le moment. À vous. Bien reçu, merci. Mais la vision de Nigel va encore s'améliorer. Avec l'arrivée de la technologie de reconnaissance faciale en ligne, ces ordinateurs vont stocker une base de données regroupant les visages de plusieurs milliers de délinquants. Dès que l'un d'eux apparaîtra sur une caméra, l'ordinateur l'identifiera. Bientôt, les escrocs ne pourront plus se fondre dans la foule. Mais avec une vue si perçante, les caméras doivent savoir se montrer discrètes. Et c'est ce qu'elles font. Londres s'est doté de caméras intelligentes. Les gens dont les fenêtres sont directement à portée de l'objectif peuvent exiger un angle mort, désigné sous le nom de zone privée, et demander à l'engin de détourner les yeux. Le microprocesseur est assez intelligent pour se souvenir qu'il ne doit pas regarder. Une fois la zone privée mise en mémoire, la caméra enregistre son emplacement exact et le masque de façon numérique. C'est le défi de la ville la plus surveillée du monde, trouver un équilibre entre sécurité et vie privée. Contrôle, j'écoute. Salut. D'accord. Ils ont tout vérifié. Merci. Le personnage suspect s'est avéré n'être qu'un badaud inoffensif. Mais depuis l'installation des premières caméras en 2001, Nigel a vu la différence. Avant l'arrivée des caméras, la criminalité était très élevée. La police faisait son boulot, mais ses moyens sont limités. Depuis que je suis ici, on a fortement réduit le taux de délinquance. Il y a des gens qui sont contre et d'autres pour. Mais au bout du compte, on est là et on empêche les délits. On a transformé ce quartier.
Partout dans Londres, sur terre et dans les airs, des yeux d'aigle sont aux aguets pour que la vie continue de circuler dans la mégapole. Mais sur l'eau, le vrai danger ne vient pas du trafic, il vient des profondeurs. Pour éviter la catastrophe, il faut des sentinelles capables de voir dans le noir. En Grande-Bretagne, ce n'est pas sur la mer du Nord que les bateaux risquent le plus. Ce n'est pas non plus dans la Manche. C'est sur ce fleuve apparemment placide qui serpente au cœur de la ville. Brigade fluviale. Un homme à l'eau. Voici les secouristes de la Royal National Lifeboat Institution. Aujourd'hui, ils répondent à une urgence, un homme à l'eau. Le HMS Président signale une personne à l'eau. Garde-côte, ici la brigade fluviale, on est en route. Ouvrez bien les yeux. Basée près de la Tour de Londres, c'est la brigade fluviale la plus sollicitée de tout le pays. Leurs hydroptères, qui filent à 40 nœuds, peuvent atteindre n'importe quel point de la zone de surveillance en moins de 15 minutes. Ok, je vois la cible. Je vais l'aborder par tribord. 5, 4, je l'ai. On a récupéré la victime. C'est un homme d'environ 45 ans. Il ne respire plus, pas de pouls. On commence la RCP. Envoyez une ambulance à Captain Spear. Mais l'ambulance est inutile. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice. Mais demain, ce pourrait être pour de bon. L'année dernière, ils ont sauvé plus de 100 vies. Ils tiennent une place vitale sur la Tamise, qui tient elle-même une place vitale à Londres. Le fleuve coule sur 346 km, de sa source à la mer. Chaque année, ces eaux transportent 7 tonnes de marchandises pour tous les habitants de la capitale. C'est l'un des cours d'eau urbains les plus propres du monde, mais pas le plus sûr. 2 fois par jour, avec les flux et les reflux de la marée, la Tamise monte et descend de 7 mètres. La force du courant modifie le lit du fleuve, créant des écueils invisibles pour les bateaux. Et la ville ajoute ses propres obstacles. De la Thames Barrier à Tower Bridge, on trouve un véritable océan de débris immergés. Au pont lui-même, le chenal est tellement étroit qu'un paquebot comme le Queen Mary ne pourrait pas y faire demi-tour. Pour les nouveaux venus, naviguer sur la Tamise n'a rien d'une partie de plaisir. 27 octobre 1997. Une péniche, la Sandkite, remonte le fleuve à contre-courant, chargée de 3300 tonnes de sable et de gravier. Le capitaine se dirige tout droit vers un obstacle géant, la barrière. La Thames Barrier, la plus grande barrière mobile du monde, a été construite pour protéger Londres des grandes marées de la mer du Nord. Au fil des siècles, les crues ont tué des centaines de gens et détruit des milliers d'habitations. La barrière s'étend sur plus d'1 kilomètre de large. Les 4 portes principales font 20 mètres de haut et pèsent près de 4000 tonnes. Mues par un système hydraulique, les vannes d'acier sortent de l'eau pour bloquer le fleuve. Depuis sa construction il y a plus de 20 ans, la barrière a été déployée plus de 80 fois. Un ange gardien veillant sur Londres pour lui éviter la catastrophe. Mais ce jour-là, on va passer tout près. La barrière est constituée de 6 chenaux. Mais le Sandkite s'est dérouté et le fleuve est noyé dans le brouillard. La péniche est détruite, mais miraculeusement, personne n'est blessé. Depuis cet accident, la Tamise est devenue l'une des voies navigables les plus surveillées du monde. Chaque année, plus de 13 000 navires y font route vers Londres.
et chacun d'eux est suivi de très près. Le capitaine John Stafford dirige la tour de contrôle de Gravesend, l'avant-poste de l'autorité portuaire de Londres, ou PLA. La PLA gère la navigation sur 150 km de fleuve, depuis l'ouest de Londres jusqu'à l'embouchure de la Tamise. Pour le capitaine Stafford, le défi est de taille. Il s'agit de protéger les bateaux et les vies sur une voie d'eau si dynamique qu'à peine imprimée, les cartes marines sont déjà obsolètes. Voici une carte de l'amirauté montrant l'estuaire de la Tamise. C'est un élément de navigation encore valide, mais voilà où on en est aujourd'hui au port de Londres. Le centre de contrôle du port, occupé 24 heures sur 24 par une équipe de 40 hommes. C'est ici, dans cette partie de la salle, qu'on surveille la progression des navires. Grâce à un suivi par radar, radio et satellite, ils repèrent le moindre mouvement sur le fleuve. Ils utilisent la version électronique des anciennes cartes papier. Mais cette carte-là est interactive. L'état du trafic est actualisé toutes les 9 secondes. Pour différencier instantanément ces milliers de bâtiments, ils emploient un logiciel high-tech appelé Identification automatique des navires, ou AIS. Désormais, tous les navires de plus de 300 tonnes transmettent leur identité, ce qui nous permet de les localiser avec précision. Et ça apparaît également sur l'écran radar. Pembroke Fisher, cap sud-ouest. Pembroke Fisher, navire spécifié au VTS. Si l'un de ces deux bateaux devait doubler l'autre au cours de la prochaine demi-heure, nous serions incapables de les différencier. Nous nous basons sur l'AIS pour identifier les navires. Le Pembroke Fisher vient de s'identifier et l'Arcodike aussi. L'AIS ne fait pas qu'identifier les navires, il indique aussi leur taille, leur tirant d'eau et leur vitesse. Voilà. On peut voir sur l'écran qu'il s'agit du Pembroke Fisher, un navire citerne de 135 mètres de long et qui va à 13,1 nœuds. Mais sur ce fleuve, c'est ce que Stafford ne voit pas qui l'inquiète. Un porte-container moyen a un tirant d'eau d'environ 10 mètres. Autrement dit, il y a 10 mètres d'acier sous le niveau de l'eau. Une hauteur plus grande que la plupart des maisons. L'écart entre le fond de la coque du navire et le lit du fleuve oscillera entre 90 cm et 1,40 m selon la marée. Disons que ce bureau est le fond de la coque et que le sol est le lit du fleuve. La quantité d'eau navigable correspond à la hauteur du bureau. Et le manque de profondeur n'est pas le seul danger. La Tamise est encombrée de centaines d'écueils, depuis les épaves immergées jusqu'aux blocs de ciment. Un grand navire filant à 10 ou 15 nœuds aura beaucoup de mal à s'arrêter s'il tombe sur un morceau de ciment et s'il ne l'aperçoit qu'à quelques centimètres. Et ça peut faire une grosse entaille dans la carène. Ce soir, un étranger entre sur la Tamise. L'Artemis se dirige vers Londres. Comme tous les nouveaux venus, il doit prendre un pilote. Bonsoir VTS. L'Artemis est prêt à quitter Wilshire Pier en direction de Tower Bridge. Contrairement à un pilote d'avion, il ne gouverne pas lui-même le navire. Il se contente de guider le capitaine dans ses eaux traîtres. Le plus dur, c'est de travailler avec le courant et de comprendre comment fonctionne le fleuve sur une eau peu profonde et sous les ponts. Richard Dockett est un des pilotes du port de Londres. Il fait partie de ceux qui connaissent le mieux ce fleuve en évolution constante. 2 fois par jour, les marées font monter et descendre la Tamise de la hauteur d'une maison de 2 étages. Il y a très peu de roches au fond de la Tamise. C'est surtout de la boue. Aux endroits où le fleuve fait des coudes, il finit par y avoir une berge de boue qui s'élève dans le fleuve sur l'autre rive. Ça altère le courant et quand on passe à cet endroit, la marée vous pousse d'un côté ou de l'autre. Il faut donc compenser.
Mais ce soir, la marée n'est pas le seul souci de Duckett. Droit devant, il y a le Tower Bridge. Sa mission, guider le capitaine à travers un couloir de la largeur d'un terrain de football. Pour une manœuvre aussi délicate, 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Tout comme le pilote, Charlie Harrison est là pour surveiller la progression de ces tonnes d'acier. Artemis, ici Tower Bridge. Finish Sally, ici Tower Bridge. Tu arrives au pont, Joe. L'ouverture complète fait 86 degrés, pas tout à fait 90, mais ça prend environ 90 secondes. Chacun des 2 ponts-levis pèse 1000 tonnes. L'énergie nécessaire à leur levée est stockée dans 6 énormes accumulateurs hydrauliques, actionnés autrefois à la vapeur et aujourd'hui à l'électricité. Quand cette énergie est libérée, c'est Sésame, ouvre-toi. Tower Bridge, bonsoir. Nous approchons à vitesse réduite. On vous attend, terminé. Ok, merci. Le pont est prêt. Sur l'Artemis, Richard Duckett est paré à toute éventualité. Pendant 11 mois de l'année, il ne va y avoir aucune urgence. Mais il suffit d'une seule fois et tout peut changer en quelques secondes. Soudain, il faut se concentrer, décider très rapidement ce qu'on va faire et le faire. Ce soir, tout se passe en douceur et l'Artemis se glisse dans le chat d'une aiguille. Stand-by, réouverture de la route. Attendez le feu vert avant de redémarrer. Avec un expert, ça a l'air facile. Mais les experts sont rares. Pour l'instant, il n'y a que 5 personnes autorisées à ouvrir Tower Bridge dans le monde entier. C'est donc un poste très estimé et nous en sommes fiers. Mais sur un fleuve aussi complexe que la Tamise, les experts eux-mêmes ne peuvent pas tout voir. La tour surveille les navires. Les pilotes surveillent le fleuve. Mais pour que la navigation soit réellement sûre, il faut pouvoir regarder là où l'œil humain est aveugle, sous l'eau. Dans la Tamise, les pires dangers sont invisibles. Pour pénétrer ces eaux troubles, la haute technologie affronte les risques de front. S'échouer est le pire scénario possible. Nicola Clay ne fait pas partie d'une brigade fluviale et pourtant elle sauve des vies. C'est une des spécialistes de l'environnement du port de Londres. Elle cherche en permanence les problèmes, des obstacles sous-marins susceptibles de couler un navire. C'est facile de se débarrasser des choses ici. On trouve des caddies, des pneus, toutes sortes de débris. Son poste d'observation est un des 4 navires utilisés par le département hydrographique pour observer le lit changeant du fleuve. Tous les 10 ans, ce dernier fait l'objet d'une étude et les cartes sont actualisées. Mais les passages les plus dangereux sont vérifiés tous les mois. S'il y a une tempête, ça peut faire une accumulation de sédiments dans une zone donnée et réduire la profondeur. Elle mesure la profondeur grâce à la toute dernière génération d'échosondeurs, dotés d'un système multifaisceau. Sur les sondeurs traditionnels, d'étroites ondes sonores sont envoyées au fond du fleuve, puis reviennent au bateau. La vitesse des ondes et le temps de trajet fournissent une vue bidimensionnelle de la profondeur du fleuve en un point donné. Le fleuve est relativement boueux, si bien qu'on voit mal le lit. On est donc obligé de se fier avant tout à ces instruments et aux images que vous voyez là. Et quelles images! Cet engin ultra sophistiqué peut envoyer 3000 faisceaux sonores par seconde sur un couloir de plus de 500 mètres de large. Au lieu d'avoir un fragment de fleuve en 2 dimensions, on obtient un véritable panorama, un portrait en 3 dimensions. Ce que vous avez là, c'est une photo du lit du fleuve. De ce côté, on voit qu'il y a très peu de relief. Le fond est pratiquement plat. Mais de l'autre côté, il y a du relief, probablement des rides et des vagues de sable.
Là, vous avez une image du fond au-dessus duquel vous naviguez, et ça, c'est la profondeur. En combinant les deux, on a une idée très précise de ce qui se passe sous le navire. Et ce n'est pas beau à voir. L'échosondeur indique un gros objet irrégulier en plein milieu du chenal. Nicolas Clay est là pour le repérer, mais c'est quelqu'un d'autre qui va l'enlever. Nous avons un service d'entretien qui passe ses journées sur le fleuve à faire des réparations et à sortir des débris de l'eau, et parfois même des voitures. Vous avez bien entendu, des voitures. On peut cacher des trucs énormes dans la boue de la Tamise. Et les ennuis ne sont jamais loin. Si le département hydrographique trouve quelque chose, il est essentiel qu'on soit immédiatement averti. Et il est essentiel pour le port qu'on l'enlève le plus vite possible. Notre département hydrographique a repéré un obstacle au fond du fleuve. Kevin Leadbetter dirige une des équipes de plongée du port de Londres. Ils nous ont demandé de venir l'identifier afin de pouvoir le remonter à la surface avec l'aide du service d'entretien. Ils ont un créneau étroit pour plonger. C'est la courte période d'étale où le courant est pratiquement nul. Nous devons être prêts à temps pour plonger parce qu'on n'a que 25 à 30 minutes d'étale de courant à marée haute. L'obstacle est à 12 mètres de fond. Mais ce n'est pas la profondeur qui inquiète un plongeur expérimenté comme Pete Semple. Ce qui est dangereux, c'est l'inconnu, parce que l'eau est obscure. C'est ce qu'on ne voit pas qui représente un risque. Contrôle micro, 1, 2, 3, 4, 5. Je t'entends 5 sur 5. Ok, on y va quand tu veux. Je suis prêt à commencer. Ok, commence les recherches. Pour un plongeur, c'est la version sous-marine de Colin Maillard. Sauf qu'ici, on ne joue pas. Sous l'eau, le risque d'enchevêtrement et de noyade est si grand qu'il y a toujours un second plongeur prêt à intervenir. Au fond du fleuve, Semple prend une corde de 10 mètres attachée à un poids et tire dessus jusqu'à ce qu'elle soit tendue. Il décrit ensuite des cercles en l'utilisant comme rayon. Si la corde coince, il remonte jusqu'à l'obstacle à travers la vase. Si on trouve quelque chose, il faut espérer que c'est l'obstacle en question. Je l'ai trouvé, Kevin. Bien reçu. Alors c'est quoi? Laisse-moi regarder. Le plongeur appelle alors la surface pour annoncer qu'il a trouvé et dire ce que c'est. Puis il demande un câble. Ok, tu veux une courroie en nylon? Il doit sangler l'objet, s'assurer que ça tient, et remonter à la surface où on va tirer sur le câble pour ramener l'obstacle. Un bloc de ciment de 3 mètres, assez gros pour faire un trou dans une péniche et la couler. Chaque année, des centaines d'objets dangereux sont ainsi repêchés dans la Tamise. Ça va à marée haute quand il y a beaucoup plus d'eau. Mais à marée basse, si un navire avec un fort tirant d'eau passe là-dessus, ça peut faire un trou dans la coque ou heurter l'hélice. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser au fond. Une sentinelle en éveil, un danger en moins. Grâce à la vigilance humaine, la navigation fluviale se fait sans heurts. Mais les ennuis attendent au prochain tournant. Un embouteillage capable de paralyser la ville. Pour l'empêcher, il faudra une technologie de pointe et un projet visionnaire. Quand les compagnies aériennes ont les yeux plus gros que le ventre, on dit qu'elles font du surbooking. Mais qu'arrive-t-il dans l'espace aérien le plus encombré du monde, quand c'est un aéroport qui surbook? Non pas les passagers, mais les avions. Nous avons 1350 vols qui entrent et sortent quotidiennement de l'aéroport, 1,5 million par an.
Pour désengorger le trafic, l'aéroport d'Heathrow va intégrer une nouvelle génération d'appareils avec une capacité accrue. Le Boeing 787 Dreamliner et le Super Jumbo Airbus A380. Pour accueillir ces avions supplémentaires et leurs passagers, Heathrow construit l'équivalent d'un nouvel aéroport. C'est l'un des plus grands chantiers d'Europe. Il coûtera environ 6 milliards d'euros. Il comprend un terminal colossal, 2 satellites et une gigantesque tour de contrôle pour superviser l'ensemble. Une fois achevé, il verra passer 30 millions de passagers par an, soit près de 50% de plus. C'est le terminal 5 ou T5. Avec l'addition du T5, Heathrow devrait devenir l'aéroport le plus fréquenté du monde. Le terminal 5 sera la porte de Londres et de tout le Royaume-Uni. En tant que chef de chantier, Mike Forrester commande une véritable armée. Plus de 4000 ouvriers essaimés sur une zone de la taille de Hyde Park. Mais pour lui, c'est à peine plus grand qu'une cour de récréation. On ne peut stocker que le matériel d'une seule journée de travail. Les matériaux doivent donc être apportés la veille du jour où ils sont utilisés sur le chantier. Ce qui est fantastique avec le Terminal 5, c'est qu'on a l'opportunité de construire tout un nouvel aéroport d'un seul coup. À mi-chemin des travaux, le squelette du terminal principal commence à émerger. Vous avez là un bon aperçu du système principal de la toiture. En fait, c'est une sorte d'enveloppe géante qui contient tous les équipements du Terminal 5. Voici ce que Mike Davis, co-architecte du projet, a en tête. Un terminal si grand qu'il pourrait contenir 10 terrains de football. Une excavation si profonde que la terre permettrait de combler un stade de football. Et des panneaux vitrés 10 fois plus grands qu'une maison. À côté du T5, Big Ben n'est qu'un simple réveil. L'échelle de ce chantier est vraiment phénoménale. Ça, c'est le bout d'une des grandes poutrelles. Avec 150 mètres d'envergure, leur taille est extraordinaire. Regardez ce que ça fait à l'échelle humaine. On pourrait dormir à l'aise à l'intérieur du madrier. L'envergure est de 156 mètres et il y a 40 mètres jusqu'en haut. Vous voyez les attaches énormes qui maintiennent la section centrale en place. Mais finalement, il y a très peu de matériel pour tenir la structure en place. Presque rien. C'est très léger, on fait énormément de choses avec peu de matériel. Et c'est toujours un défi passionnant. L'arrivée du gigantesque T5 va permettre un remplacement attendu. La ville la plus surveillée du monde va désormais avoir un œil omniscient dans le ciel. La nouvelle tour de contrôle d'Heathrow. Nous avons besoin de la nouvelle tour parce qu'elle est 2 fois plus haute et on pourra voir littéralement tout l'aéroport. Pour l'instant, on ne voit même pas l'intérieur du T5. Avec 88 mètres de haut, ce sera la tour de contrôle aérien la plus moderne d'Europe, voire du monde. C'est la nouvelle génération en matière de technologie aéroportuaire. Dans une mégapole dont la survie repose sur la surveillance, un angle mort peut être fatal. Mais depuis la nouvelle vigie d'Heathrow, la vue sera totalement dégagée. C'est l'aéroport international le plus fréquenté du monde. Ici, on ressentira toute l'agitation de l'aviation. La planète tout entière doit être connectée. Et c'est bien que ce bâtiment soit un des points de connexion pour les gens du monde entier. Dans cette ville cosmopolite, la vie passe par 3 grands modes de transport. Et dans ces 3 dimensions, la circulation dépend avant tout de la prévoyance. À tous les navires, ici le VTS. Partout dans Londres, Big Brother est aux aguets. Stand-by, réouverture de la route. Pas pour espionner, mais pour protéger. Je vais le suivre un peu pour voir ce qu'il fait. Garde-côte, ici la brigade fluviale, on est en route. Aujourd'hui, à Londres, ce n'est pas 1984, mais la vision est de 10 sur 10.